Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Isabelle Craig au microphone pour le reste de la semaine. Pénélope de retour avec l'équipe régulière lundi prochain. Alors, en ce début d'année, avez-vous pris des résolutions, mais notamment celle de pratiquer le yoga? Il y aurait 300 millions de personnes qui font du yoga dans le monde et vous ne voulez pas manquer la dernière demi-heure. On aura un entretien avec une des figures de proue du yoga en France qui dirige entre autres une encyclopédie vraiment ambitieuse du yoga, des collaborations de partout à travers le monde. Et puis, on va remonter aux origines. Vous allez voir, c'est extrêmement riche comme histoire, bien sûr. On va également parler d'une tendance qui est de faire de la musique dans la forêt. Ben oui, en période sanitaire un peu particulière, ben il n'y a pas de danger de contagion de ce côté-là. C'est Chloé Sandervorst qui nous parle de ça en reportage. Trio Santé, on va entre autres parler de tabagisme. Combien de personnes fument encore? C'est quoi le pourcentage de fumeurs encore aujourd'hui? Vous saurez ça en deuxième heure. Mais d'abord, un café tranquille avec Gérard Bouchard et Stéphane Paquin. Alors, ils sont avec nous. Bonjour, messieurs. Bonjour, Mme Craig. Ah, ben oui, je vois, vous avez, M. Paquin, votre tasse de café. Parfait. Vous avez bien compris la consigne. Parce que je dis, on prend un café parce que, façon de dire qu'on va se réveiller tranquillement avec vous, même si le programme... Mais vous avez parlé du tabagisme aussi. Oui. Vous n'attendez pas à ce que je m'allume une cigarette, quand même. Non, je pense qu'on vous demandera pas ça. Mais non, si très vous avez... D'accord. Mais si vous avez un café, c'est OK parce que vous avez un vaste programme. Vous allez entamer une série de conférences qui sont d'ailleurs, je le dis tout de suite, offertes à la population en général, organisées par l'École de technologie supérieure à Montréal. Et le thème est Agir dans un Québec mondialisé à l'ère pandémique. Alors, vous voyez, je parle de café parce que je me dis, on va se réveiller ensemble, les neurones, tranquillement. Et j'en profite pour vous demander, et je vous présente d'abord Stéphane Paquin, politologue et professeur titulaire à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique, et Gérard Bouchard, vous avez reconnu sa voix, sociologue, historien, professeur émérite de l'Université du Québec à Chicoutimi. Rebonjour officiellement, messieurs. Et je disais, Monsieur Bouchard, j'ai envie de vos lumières en ce moment, avant de parler de la mondialisation. Parlons de ce que l'on vit maintenant, aujourd'hui, ce matin, cette situation qui est complètement inédite, cette division qui s'installe. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce qu'on vit actuellement? Ce qu'on vit actuellement, je pense que c'est une diversité des visages de la mondialisation, en fait. Si on parle de la pandémie, on est en pleine mondialisation. Si on parle de la lutte contre les désordres climatiques, on est encore dans la mondialisation. Et si on parle d'économie, on parle des immigrants, de la pénurie d'emploi et donc de la nécessité de recourir à des personnes de l'étranger, donc on est encore dans la mondialisation. Bref, il est devenu impossible de réfléchir sérieusement aux problèmes de notre société sans faire une très large place à la dimension de la mondialisation. Et c'est pour ça que ça transpire dans le titre du programme de séminaire de cette année, alors que celui de l'année dernière portait surtout sur le Québec, disons. Alors cette année, c'est vraiment le Québec dans la mondialisation et nous allons faire ça de diverses façons. Nous allons aborder une dizaine de thèmes à peu près pour concrétiser cette perspective de réflexion. Et c'est à la fois passionnant et un peu troublant parce que la mondialisation, c'est bon, puis c'est mauvais en même temps. Oui. Enfin, ça suscite des espoirs, mais des inquiétudes aussi. Oui, et c'est de ça dont on va parler ce matin. On est dans une situation que vous n'aviez peut-être pas ni un ni l'autre prévu il y a quelques semaines, quelques mois, donc rebelote. Quand vous regardez le contexte actuel, les enjeux dont vous parlez sont évidemment encore tout à fait pertinents, mais ce que vous voyez, vous, le sociologue en vous, Gérard Bouchard, aujourd'hui, avec ce retour donc de mesures sanitaires, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous constatez? Moi, d'abord, une chose qui me frappe beaucoup et à laquelle je ne suis pas encore habitué ni réconcilié, c'est l'importance et la fermeté de la résistance aux vaccins et aux mesures de prévention. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre ça. En fait, je n'y arrive pas. Et c'est une chose qui me choque aussi. Ça me scandalise même un peu parce que c'est antisocial. Que ces gens-là soient inspirés par une sensibilité très forte à la liberté, c'est très bien.
mais pas la liberté aux dépens de la santé des autres citoyens. Mais c'est cet aspect-là qu'on n'arrive pas à faire valoir, et c'est ça précisément que je comprends pas. Peut-être que Stéphane a quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, effectivement, parce que c'est devenu presque politique. On entend de plus en plus les positions se campent. On a vu des altercations, que ce soit au Bulletin de Nouvelles français, mais même ici. Et c'est comme deux conceptions du monde. Stéphane, le politologue en vous, voit sûrement des analogies. Oui. Si on regarde sur le temps long la question des pandémies, effectivement, on peut dire qu'on n'est pas dans une situation complètement inédite. Là, il y a des phénomènes similaires dans le passé qu'on pourrait comparer. Pour ce qui est de la résistance à la vaccination, et plus largement, on le voit avec aussi ce qui s'est passé le 6 janvier l'année dernière aux États-Unis, le discours anti-gouvernement extrêmement fort qui a ébranlé les colonnes du temple aux États-Unis. Donc, il y a une résistance très forte. Les sciences sociales avaient déjà commencé à analyser ces phénomènes-là dans le passé. Pourquoi est-ce que les gens ont des biais si pessimistes? Pourquoi est-ce qu'ils croient si fortement aux fausses nouvelles? Un prix Nobel d'économie qui s'appelle Kahneman disait justement que les gens ont tendance à, lorsqu'ils réfléchissent à une question comme les pandémies ou la vaccination, non pas à se baser sur des faits statistiques vérifiables, mais sur une image dont ils se souviennent qui provient souvent, par exemple, des médias. Et donc, ils vont extraire d'une réalité très complexe des événements pour les construire, pour les exagérer, et ça leur donne une vision complètement déformée du monde. Cette vision-là est souvent accentuée par une partie des médias, nécessairement aussi par les médias sociaux. C'est le fameux slogan « If it bleeds, it leads ». Donc, c'est toujours les nouvelles les plus négatives qui prennent le devant de l'espace médiatique. Et donc, globalement, d'autres études ont démontré que les informations négatives ont beaucoup plus d'impact sur la population que les informations positives. Oui. Les stéréotypes négatifs se forment plus facilement et sont plus difficiles à invalider que les informations, les stéréotypes positifs. Et donc, ça devient difficile pour des scientifiques basés sur la raison, les données probantes, de convaincre les gens qui sont enfermés dans ce piège des biais de perception liés au pessimisme. Donc, ça fait partie des effets secondaires néfastes de la liberté d'expression, mais c'est pour ça, dans le fond, que c'est important, la liberté d'expression. C'est que les points de vue doivent être exprimés. Puis, moi, honnêtement, ça ne m'étonne pas profondément qu'il y ait des gens qui soient sceptiques face à la vaccination. On sait qu'il y en a toujours eu. Quand je regardais les taux de vaccination au Québec, j'étais étonnamment surpris du fait qu'on soit monté si haut. Mais effectivement, c'est extrêmement désagréable de voir que des gens sont prêts à mettre leur vie en danger. La vie des autres aussi. Et la vie des autres, il faut bien le dire, la vie des autres. Ce qu'on entend ce matin dans le milieu hospitalier n'est guère rassurant et on peut présumer que la colère des vaccinés va elle aussi continuer à augmenter et qu'on va demander de plus en plus de mesures de ce côté-là. Messieurs, Stéphane Paquin, Gérard Bouchard, on parle donc de pandémie, on parle d'un Québec mondialisé. Vous faites des constats tous les deux de ce que nous avons vécu et de l'impact que ça peut avoir. Il y a une émission à Radio-Canada qui s'appelle Le Grand Laboratoire. Est-ce que c'est pas ça aussi un peu ce qu'on a vécu ces 2 dernières années, un grand laboratoire? Quel constat et quel impact, par exemple, si on y va du côté, à vous de choisir, mais par exemple, impact social, impact politique. Monsieur Bouchard? Bien, je pense que le grand laboratoire, là, on va y demeurer pendant plusieurs années, parce qu'il va falloir accommoder tout ce que la COVID a défait. Il va falloir aussi vivre avec ce qu'elle va laisser comme héritage, la COVID, parce que tout le monde a vécu une expérience extrêmement traumatisante et qui n'est pas terminée. Il faut en parler au futur aussi. Alors, je crois qu'il y a tout un pan de nos perceptions sur lequel il va falloir revenir pour redéfinir un certain nombre de choses. Il y a des questions sur lesquelles on s'est penché, mais qui vont maintenant faire paraître d'autres aspects qu'on n'avait pas vus. Par exemple, on parle beaucoup des moyens pour lutter contre le désordre climatique. Et un jour, certainement, les gouvernements devront s'y mettre sérieusement pour prendre les moyens qui vont vraiment aider à régler ces problèmes. Mais il y a un aspect là-dedans qui, moi, commence à m'inquiéter.
c'est pas certain que tout le monde va être d'accord avec ça, avec les moyens que les gouvernements vont prendre, parce que ça va être dur aussi. Il va y avoir une augmentation des prix de certains produits, il va y avoir un bouleversement dans les emplois, les gens vont devoir changer les habitudes de vie. Alors regardez un peu qu'est-ce qui se passe là, cette résistance à la COVID qui paraît tellement déraisonnable. Si on veut être réaliste, là, il faut s'attendre à un phénomène semblable avec la lutte contre les changements climatiques. Mais je veux dire, une fois qu'on prendra vraiment les bons moyens, et ça va forcément affecter de toutes sortes de façons nos genres de vie, etc. Et est-ce que les bénéfices peuvent en être positifs? Je m'explique. On a vu que quand l'humanité se mettait ensemble, quand les cerveaux se mettaient ensemble, on pouvait faire de grandes choses. Évidemment qu'on le savait, mais là, on l'a vu vraiment dans un cas précis, dans un laps de temps incroyable. Et je pense entre autres à la conception, la mise en place des vaccins. Est-ce que ça peut nous donner espoir ou si les contre-coups négatifs sont plus importants, Stéphane? Oui, il y a deux niveaux d'analyse. C'est sûr que la pandémie, mais même avant le conflit entre les États-Unis et la Chine qui est en train de se mondialiser en quelque sorte, a fait en sorte que c'est très difficile de penser qu'on va arriver à un consensus au sein d'organisations internationales comme l'Organisation mondiale du commerce ou les Nations unies. Donc la scène internationale est polarisée. On voit mal comment on pourrait casser le nœud en fait. Mais si on regarde l'histoire humaine à partir, non pas des gouvernements, mais de la population, de la société, on réalise quand même on peut être optimiste sur certains aspects. Mais je vais revenir sur le changement climatique à la fin, parce que c'est l'aspect où on doit être vraiment très prudent. Mais depuis 1945, jamais l'humanité n'a vécu une plus importante période de prospérité de son histoire. On a réduit la pauvreté mondiale comme jamais. Par exemple, en 1980, une personne sur deux dans le monde vivait dans l'extrême pauvreté. Aujourd'hui, c'est moins de 9 L'éducation de base est à la hausse, l'analphabétisme est à la hausse, la mortalité infantile est en forte baisse. Exemple, il n'y a aucun pays qui a un taux de mortalité infantile plus élevé de nos jours qu'il y a 50 ans. Autre exemple, il y a 200 ans, le pays le plus évolué au monde avait une espérance de vie pour sa population de 40 ans. C'était la Grande-Bretagne à l'époque. Aujourd'hui, il y a un seul pays qui a une espérance de vie proche de 40 ans, c'est le Congo. C'est le pays le plus sous-développé qui a connu, comme vous le savez, des années très difficiles. Donc, on a un progrès extrêmement important en termes de fond qu'on ne voit pas. C'est un progrès silencieux qui est très lent. Et donc, ça ne peut nous laisser espérer des choses positives pour l'avenir. Bon, maintenant, la question du changement climatique. Moi, je suis d'accord avec Gérard, c'est le gros enjeu. Je pense qu'on va arriver à passer au travers de la pandémie, possiblement même cette année, si j'en crois les experts de l'Organisation mondiale de la santé. Mais le gros enjeu, c'est le changement climatique. Les problèmes liés à la décarbonisation de nos économies sont énormes. Il faut apprendre à vivre avec une économie sobre en carbone. Il faut encourager les pays du Sud à cesser la déforestation massive parce que eux le voient comme un moyen de faire de l'agriculture intensive. Il faut cesser ça parce que ça relâche beaucoup de carbone dans l'air. Il y a énormément d'enjeux extrêmement lourds qui nécessitent une collaboration intense de la société internationale. Mais ça pose une autre question. On a réussi depuis 1945 à réduire la pauvreté dans le monde de façon extrêmement importante. Beaucoup des solutions qui sont présentées sur la lutte au changement climatique, comme la croissance zéro, auraient pour effet de replonger un certain nombre de pays en développement dans des situations extrêmement difficiles. Ils ne pourraient plus bénéficier de la mondialisation pour se développer économiquement. Donc, il faut vraiment... Puis, un des problèmes qu'on voit, c'est que ceux qui sont spécialistes des changements climatiques sont rarement spécialistes du développement. Et donc, il faut favoriser des dialogues pour s'assurer qu'il y ait une croissance inclusive et favorable à une économie sobre en carbone. C'est tout un défi. Tout un défi. C'est le plus grand défi auquel est confrontée l'humanité. Gérard Bouchard, il y a parfois aussi une convergence. Est-ce que la pandémie n'est pas aussi, un tremplin pour repenser certaines façons de faire, certains mécanismes? Et là, évidemment, je vais faire référence au mode de production puis aux chaînes de distribution. Comme consommateurs, on a tous vécu
à rentrer chez IKEA, penser qu'on est en ex-URSS avant la chute du mur de Berlin. Je veux dire, il y avait des tablettes vides, les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées. On le sait, les conteneurs maritimes sont une rareté. Ils sont peut-être aussi surutilisés dans d'autres parties du monde. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une convergence et quelles conséquences tout ça a réellement sur, par exemple, l'économie du Québec ou la productivité ou la façon de produire au Québec, le secteur manufacturier qui était un peu mis à mal? Est-ce qu'on relance certains secteurs? Est-ce que ça n'a pas aussi en bout de piste une conséquence sur le climat et sur notre consommation? Je suis bien d'accord avec vous que tout cela va créer un élan pour changer pas mal de choses, pour trouver de nouvelles solutions à des problèmes dont les coordonnées se seront modifiées. Mais en même temps, moi, tout ce qui se passe avec la COVID me refroidit un peu parce que j'ai peur que, d'abord, les problèmes qui vont se poser vont être extrêmement compliqués. La première réaction, c'est de dire on va faire en sorte que le Québec soit le plus autosuffisant possible pour éviter le problème pénuries. Que vous venez d'évoquer, les chaînes d'approvisionnement, etc. Et puis les problèmes que nous avons vécus. Par exemple, pourquoi est-ce que les tests personnels, les autotests ont pris tant de temps à gagner notre société alors qu'ils étaient très courants ailleurs? Absolument. Bon, toutes sortes de choses comme ça. Alors, il y a des questions qui vont se poser. Tout le monde va être d'accord sur les questions, sur ce qu'il voudrait résoudre, mais à mon avis, il n'y aura pas beaucoup d'accord sur la façon de le faire. Comment on décide ça, là, jusqu'à quel point le Québec doit investir pour assurer une part d'autosuffisance? Et dans quel domaine exactement? C'est pas aussi facile que ça en a l'air. La première idée qui vient à l'esprit, c'est d'être plus autosuffisant pour ce qui est des médicaments. Mais comment on fait pour avancer dans cette direction-là? Les médicaments, ça relève d'une industrie mondiale avec des capitaux extraordinaires. On voit pas le Québec, une petite société, se mettre à se lancer là-dedans, à commencer à bricoler dans son coin. Ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, moi, je suis d'accord avec votre question, mais franchement, là, j'ai un noir là, pour ce qui est des réponses. Oui, vous êtes un peu pessimiste. Optimiste qu'on pourrait l'être. Oui, vous êtes un peu pessimiste, M. Bouchard. De votre côté, Stéphane Paquin, est-ce que au chapitre politique, puisque c'est bien sûr beaucoup votre domaine, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'il y aura un impact? Vous l'avez dit, on voit les positions qui sont campées. Est-ce que ça va changer quelque chose dans le jeu politique? Oui. C'est une question pour toi, Stéphane. Oui, ça a déjà commencé, justement sur la question des chaînes de valeur mondiales. Les États-Unis, la Grande-Bretagne ont déjà mis en place des commissions d'enquête pour savoir comment on peut sécuriser les approvisionnements. Et donc, c'est en train d'encourager un mouvement, notamment à cause du début de la pandémie, où on avait, au gouvernement du Québec, on craignait qu'on ne puisse pas nourrir la population québécoise, qu'on serait plus capable d'importer des légumes si les Américains nous interdisaient l'exportation de produits. Puis rappelez-vous que nos vaccins proviennent d'Europe, parce que les Américains ont refusé d'exporter des vaccins au Canada tant qu'ils n'avaient pas vacciné la population. Donc, on était particulièrement vulnérables au Canada. Et donc, il y a un mouvement vers le rapatriement de la production. C'est très clair aux États-Unis avec l'administration Biden. C'est de l'était encore, même avant la pandémie avec l'administration Trump. On le sait moins à partir du Canada, mais la Chine a fait un mouvement similaire avec une politique qui s'appelle China 2025, la Chine 2025, où ils veulent augmenter la part de production chinoise dans les exportations du gouvernement. Donc, il y a une tendance à la production locale, rapatrier la production locale, qui est aussi le cas au Québec avec le gouvernement Legault, qui avait commencé cette stratégie même avant la pandémie, mais qui l'a accélérée. Alors, il y a des vulnérabilités, là, évidemment, dans le médicament. Même si on choisit de faire tous nos médicaments sur place, on va être dépendant de molécules importées. Donc, de toute façon, on ne réglerait pas le problème de l'approvisionnement pour 100% de nos besoins. Mais il y a aussi des opportunités. Je pense, par exemple, dans le domaine agricole, on pourrait faire une stratégie semblable à celle du Danemark, qui a décidé de faire en sorte de favoriser l'achat local, puis de l'achat bio aussi, puis qui a forcé, en somme, les écoles primaires, secondaires, les hôpitaux à consommer des produits bio et locaux. Et là, ça, c'est favorable pour la question des changements climatiques et ça donne des débouchés stables et prévisibles pour nos agriculteurs. Et on peut le faire de telle façon à ce que ça soit compatible avec nos obligations internationales. Donc, il y a des opportunités, mais il faut effectivement y penser parce que
c'est complexe comme situation. Mais mon Dieu, je suis plus optimiste que vous. Je me rends compte ce matin que j'ai l'impression... Si vous nous donnez encore une demi-heure, vous allez voir. que finalement, ça va bien aller, comme disait l'autre. Mais est-ce que ça va renforcer ou pas l'État-nation, ce concept d'État-nation? Parce qu'on a vu, là, les gens ont géré, justement, chacun chez soi, puis vous venez d'en parler, Stéphane Paquin. Et est-ce que, si oui, c'est une bonne chose ou pas, Gérard Bouchard? Ben oui, je pense que ça va donner un autre avenir à l'État-nation, mais cependant, encore là, il devra redéfinir ses voies et ses moyens. Si on ne peut pas penser à un consensus mondial, comme vient de le dire Stéphane, on peut penser au moins à des ententes bilatérales. Oui. Ça, c'est plus réaliste, c'est plus modeste, mais c'est plus réaliste et ça risque d'être plus efficace. Alors là, les États-nations seraient les acteurs principaux. Et moi, c'est une idée que j'aime bien parce que je préfère, par exemple, aux perspectives que font miroiter les grandes compagnies technologiques actuellement qui gèrent les réseaux sociaux, qui changent la vie de tous les citoyens et qui agissent comme des entrepreneurs, se sentent liés par rien du tout, aucune responsabilité sociale, sont inspirés uniquement par le profit, aucune considération pour le progrès des sociétés. Ça, c'est quelque chose qui est menaçant, encore une fois. Bon, là, je retombe dans mon pessimisme. Mais on ne peut pas nier que c'est quelque chose d'extrêmement menaçant sur la base de ce qu'on a vu depuis 10 ans. Et là, avec les perspectives qui s'ouvrent, le métavers, en espérant que ça ne devienne pas le méta pervers, mais on a raison de s'inquiéter à ça. Ils deviennent plus puissants que les gouvernements. Oui. Et ça, c'est un fait inéluctable. On a vu des chiffres encore ce matin. Mais effectivement, quand on voit ce qui arrive avec nos organisations internationales, et on pourrait parler de l'Organisation mondiale de la santé, je veux dire, dans un monde aussi polarisé, quelle est la réelle efficacité? Là, on pourrait parler du Conseil de sécurité de l'ONU, mais c'est autre chose. Mais parlons de l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce qu'on ne voit pas là, dans cette crise-là, les limites d'une supposée organisation internationale, Stéphane Paquin? Oui, bon, l'Organisation mondiale de la santé a eu un début difficile pour la pandémie. On se rappelle qu'ils ont hésité à répondre notamment aux questions qui venaient de Taïwan sur le début de la crise. Ils ont été lents à embarquer dans le train. Je pense qu'ils ont corrigé le tir depuis. Bon, il faut savoir qu'en même temps, le gouvernement américain ou plusieurs pays européens ont des laboratoires de santé publique plus gros, mieux financés, plus efficaces que l'Organisation mondiale de la santé elle-même. Là. Donc, il y a une limite aussi et que traditionnellement, l'Organisation mondiale de la santé est une organisation qui s'intéressait plutôt aux problèmes sanitaires des pays du Sud plutôt que des pays du Nord. Et donc, une pandémie mondiale, qui est un phénomène qui est de l'ampleur qu'on connaît assez rare, est un phénomène extraordinaire. Bon, il y a quand même des éléments de positivité dans tout ça. En moins d'un an et demi, on a réussi à faire approuver 5 vaccins. Oui. On est déjà rendu à un taux de vaccination de la planète qui, si je regarde les derniers chiffres, on est rendu à plus de 55% de la population mondiale qui a obtenu au moins une dose de vaccin, ce qui est inédit dans l'histoire humaine. Mais c'est vrai que si on regarde les pays à bas revenus, là, donc les 40 pays les plus pauvres, on est seulement à 6%. Ouais. Et on l'a vu avec le variant Omicron. Si la population mondiale n'est pas vaccinée suffisamment, le virus va continuer à circuler, il peut muter sous des formes plus virulentes, comme on l'a vu avec le dernier vaccin. Et donc, il y a un effort de vaccination mondiale qui est extrêmement important. Donc, la question, maintenant, tout le débat, c'est est-ce que on va réussir à faire en sorte de créer suffisamment de vaccins pour vacciner l'ensemble de la planète d'ici la fin de cette année, par exemple? Ouais. La question est ouverte, mais plusieurs sont très optimistes. Oui. Alors, M. Bouchard, je vous laisse le mot de la fin. Oui. Je pense que vous voyez maintenant le genre de problème, de questions que nous allons soumettre aux élèves de l'ETS. Nous allons les amener à réfléchir sur toutes ces questions. Nous allons cependant leur donner aussi les moyens de cette réflexion grâce aux conférenciers que nous allons recevoir. Oui. Nous allons en recevoir plus d'une vingtaine qui sont des spécialistes dans chacun de leurs domaines, parmi les meilleurs spécialistes. Alors, on leur offre un menu quand même, non seulement pour nourrir leur pessimisme, mais aussi leur optimisme et leur lumière. Et je crois que c'est quelque chose de très, très précieux que le TS fait, que de penser à donner à ses étudiants, futurs ingénieurs, cette formation-là qui va en faire de meilleurs citoyens.
C'est formidable, mais je le redis, c'est que donc ça commence le 8 janvier, c'est tout bientôt, jusqu'au 19 mars. Ce sont des vidéoconférences qui sont gratuites et donc vraiment les gens peuvent y participer, c'est-à-dire tous ceux qui nous ont entendus ce matin, qui vous ont trouvé intéressant et qui veulent vous entendre, ils peuvent le faire, Stéphane Paquin? Oui, le plus simple, ce serait d'aller sur le site web de l'ETS pour chercher la conférence Gérard Bouchard, Stéphane Paquin. Vous allez finir par trouver le lien qui vous permet d'écouter les conférences. Donc, la première heure est effectivement publique, puis après, on se regroupe avec les étudiants pour en discuter de façon plus intime, mais les conférences sont effectivement gratuites et en ligne. Ben, c'est parfait. Puis on dit qu'on peut aussi s'inscrire via la plateforme Eventbrite. Messieurs, ce fut un plaisir de vous entendre ce matin. Que tout cela va être financé par la Fondation Verilowski. Oui, parfait. Oui, alors, merci. Merci à l'ETS. Merci à vous deux et puis excellente journée. Puis on suivra ça, puis on se reparle peut-être un jour. Merci. Merci à vous. Avec plaisir. Au revoir, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça fait longtemps que les êtres vivants sont constamment en période de changement depuis la première pluie sur les collines. C'est pas moi qui le dis, c'est la théorie de Darwin. Aujourd'hui j'ai compris. Je veux changer pour mieux me ressembler. Changer pour mieux me ressembler. Et c'est tout le temps la même chose. On est en métamorphose. L'évolution, c'est trop scientifique. Je me pose des questions sur ma vie en plastique. J'ai besoin d'une meute ou d'une muse. Quand je ziote l'émeute, ça m'amuse. Aujourd'hui j'ai compris. Je veux changer pour mieux me ressembler. Je veux changer pour mieux me ressembler. Et c'est tout le temps la même chose. On est en métamorphose. C'est la loi. Toi et moi, on a eu tort de baser notre vie sur des théories. À force de trop analyser, on s'écorche, on s'est fait chier. C'est le moment présent, la seule science, je pense. Et c'est tout le temps la même chose. On est en métamorphose. En métamorphose, oui, notre monde en métamorphose. On parlait tout à l'heure des conférences de l'ETS. Simplement vous dire aussi que donc une série de conférenciers, parmi lesquels Lucien Bouchard, l'ancien premier ministre du Québec et frère de, pourra donc être entendu. Et puis il y aura également Rémi Quirion, Jean-Pierre Perrault, François Audet, bon, beaucoup de gens que vous pourrez entendre. Et puisqu'on parle de mondialisation, ben écoutez, je pense qu'il y a un événement qui à lui seul résume
résume ce qu'est la mondialisation et les enjeux qui y sont reliés. Quand on parlait de positions campées, de différences de valeurs entre les uns et les autres, nous vous parlons des Jeux olympiques. Ben oui, on est quoi à un mois exactement du début des Jeux olympiques d'hiver à Pékin, en Chine, bien sûr. Pour en parler, c'est Antoine Bondaz. Il est chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et est enseignant également à Sciences Po. Bonjour, Monsieur Bondaz. Bonjour. Alors, donc, à un mois exactement des Jeux, est-ce que si je vous dis, parce qu'on parlait de mondialisation tout à l'heure, que les Jeux olympiques, c'est la somme d'à peu près tout, là. Il y a énormément d'enjeux et encore plus en ce moment précis qui y sont reliés. Alors tout à fait, puisque ces Jeux olympiques d'hiver à Pékin reflètent à la fois la compétition et même la confrontation croissante entre la Chine et les États-Unis, reflètent que de nombreux pays s'organisent entre eux, et non pas seulement les Five Eyes, dont fait partie le Canada, mais plus largement dans un axe transatlantique, pour faire contrepoids à la Chine. Et puis au-delà, c'est aussi la question de modèles de plus en plus en compétition, notamment la Chine qui, depuis la pandémie de la Covid-19, met en avant et cherche à mettre en avant la supériorité de son modèle de gouvernance et, en miroir, de discréditer les modèles de gouvernance étrangers, notamment les modèles de gouvernance démocratique occidentaux. Oui, et on va parler évidemment de politique internationale, de rapports de force diplomatique ou pas, mais parlons aussi de mesures sanitaires puis de contexte aussi pandémique. Qu'est-ce que vous en observez, là? On dit, bon, les journalistes seront dans leur chambre, ils iront et même couvriront peut-être même de leur chambre. Les athlètes iront à leur compétition, retourneront. Il va y avoir des mesures incroyable pour pas que le virus circule parce que la Chine, elle est dans une politique zéro cas ou à peu près. Ça va être presque infernal. Alors effectivement, et je pense que pour les athlètes, mais aussi pour les équipes de soutien, pour les journalistes étrangers, les conditions de travail seront extrêmement compliquées. Vous l'avez rappelé, la Chine, elle continue, et c'est l'un des rares pays à le faire aujourd'hui, l'un des autres cas étant Taïwan, maintient une politique de zéro Covid. Et donc la Chine a mis en place des mesures sanitaires extrêmement drastiques sous la forme, entre guillemets, d'une double bulle sanitaire. Une bulle sanitaire au sein des Jeux olympiques où vont être réunis des étrangers et des Chinois qui vont donc de fait travailler en tant que soutien logistique et autres, évidemment. Et puis, au sein de cette bulle sanitaire des Jeux olympiques, une seconde bulle sanitaire, entre guillemets, pour les étrangers qui, potentiellement, eux, peuvent arriver sur le territoire national en étant porteurs du virus. Et évidemment, la vague épidémique d'Omicron, que ce soit en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, est prise extrêmement au sérieux par la Chine. On le voit alors même qu'aujourd'hui, il n'y a pas de propagation d'Omicron en Chine, c'est encore le variant Delta qui se propage par exemple à Xi'an. Les mesures sont drastiques avec la mise en quarantaine d'une ville de plus de 10 millions d'habitants, alors même qu'il n'y a que quelques dizaines de cas par jour. Alors donc, ils vont tenir quand même les Jeux, mais ça va être vraiment une bulle de verre, des transports donc qui seront même, je pense, là, stoppés entre les villes. Enfin, ça va être fou les mesures qui vont être prises. Et on connaît les Chinois, ils ne font pas dans la demi-mesure. Alors, effectivement, la Chine a des objectifs extrêmement clairs, zéro Covid, et se donne tous les moyens pour y parvenir. Mais il y a un enjeu politique derrière ça, c'est que la Chine ne peut pas se permettre de décaler ou de ne pas accueillir les Jeux olympiques d'hiver, non seulement parce que le Japon a réussi à organiser les Jeux olympiques d'été, on s'en rappelle, c'était à l'été 2021, mais aussi parce que la Chine a mis en avant justement la supériorité de son modèle sanitaire et sa capacité à gérer, malgré des conditions compliquées, ce type d'événement. Il y a donc un enjeu de prestige, un enjeu politique extrêmement important pour la Chine, alors même que les risques sanitaires pour le pays dans le cadre de sa politique, sont importants. Mais Antoine Bondaz, on a l'impression d'être dans une dystopie, dans un film de science-fiction, un peu. C'est quand je vous écoute raconter ça, puis c'est un peu surréaliste. Et là, on n'a même pas parlé du contexte politique, diplomatique dans lequel se tient ces Jeux. Bon, on entend des voix s'élever, bien sûr, parce que la minorité musulmane ouïghour, parce que les violations des droits de la personne, parce que les menaces militaires à l'endroit de Taïwan, la démocratie à Hong Kong,
Kong, les arrestations. En fait, et là, on a parlé de boycott diplomatique, mais on a l'impression que ce boycott diplomatique, à moins que je sois complètement dans le champ, mais il est plus symbolique qu'autre chose. Alors tout à fait, c'est un boycott qui est symbolique puisque les athlètes américains, canadiens, britanniques participeront évidemment à ces Jeux. Il est symbolique, mais il n'en reste pas moins important puisque les boycotts des Jeux Olympiques sont rares. Alors évidemment, on pense par exemple à 1980, au boycott des Jeux Olympiques à Moscou, à laquelle les États-Unis, mais aussi la Chine, avaient participé. Là, on est dans un boycott diplomatique. Il est avant tout symbolique. L'objectif pour plusieurs gouvernements, c'est d'afficher une opposition vis-à-vis de la politique mise en œuvre en Chine, que ce soit vis-à-vis de certaines minorités ethniques, vous l'avez rappelé, la minorité ethnique ouïghour au Xinjiang, ou plus largement sur les abus des droits de l'homme. Alors, comme le disait le président français Emmanuel Macron il y a quelques semaines, c'est effectivement un geste qui est symbolique. Il parlait même d'un geste qui était petit, mais je pense que s'il reste symbolique, il reste très important. Et on l'a vu notamment avec les réactions chinoises qui sont extrêmement vives, qui ont cherché initialement à relativiser évidemment ce boycott diplomatique et qui cherchent désormais à contre-attaquer avec un argument. En réalité, assez peu de pays procéderont à un boycott diplomatique et l'objectif pour la Chine, c'est de mettre en scène que les États-Unis, en réalité, apparaissent comme relativement isolés dans le cadre de ce boycott diplomatique puisqu'ils n'auront pas réussi à convaincre notamment l'ensemble des pays de l'Union européenne de rejoindre ce boycott. Oui, bien d'ailleurs, parlons de la France. Est-ce que la France ne fait pas figure de... Bon, certains n'aimeront pas l'expression, mais de pleutre. La France va recevoir les Jeux et la France se tient à carreau. Alors, effectivement, la stratégie aujourd'hui et la politique adoptée par la France, c'est de ne pas procéder à un boycott diplomatique, tout en soulignant que s'il y avait un accord au niveau européen, cela serait une bonne chose. Mais je pense qu'il faut être extrêmement réaliste. Il n'y aura aucun accord entre les 27 États membres de l'Union européenne sur la question de ce boycott diplomatique. Et la position que la France essaye d'adopter est une position un peu ambiguë, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de boycott diplomatique officiel. En même temps, il y a extrêmement peu de chances que le président de la République ou même le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, participe à la cérémonie d'ouverture. Ce sera très certainement une représentation, entre guillemets, minimale, que ce soit du ministre de l'Éducation ou des Sports ou de la ministre déléguée au sport, et non pas, encore une fois, une représentation au plus haut niveau. L'objectif pour Paris, ce sera notamment d'expliquer à Pékin que si le président Macron s'était rendu à Tokyo pour les Jeux Olympiques d'été, c'était parce que la France allait accueillir l'équivalent en 2024 et que là, le président ne va pas se déplacer pour les Jeux Olympiques d'hiver puisque la France, encore une fois, n'accueillera pas les Jeux Olympiques d'hiver dans 4 ans. Oui, mais disons-le quand même, Antoine Bondaz, il y a beaucoup, comment dire, c'est une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire tout le monde est scandalisé de ce qui se passe, mais tout ça, on le savait déjà il y a 3 ans. C'est comme comment expliquer que tout ça se passe maintenant? Alors, il y a une forme d'hypocrisie, puisque que ce soit pour la Coupe du monde de foot au Qatar ou les Olympiques d'hiver à Pékin, les critiques, elles sont anciennes. On voit aussi l'hypocrisie avec de nombreux pays européens et plus largement occidentaux qui ont adopté il y a quelques semaines une déclaration conjointe sur l'attribution des grands événements internationaux en appelant à ce qu'ils respectent les pays qui accueillent ces grands événements internationaux, les règles de base et notamment et évidemment l'état de droit et les droits de l'homme. Et en même temps, j'ai envie de dire, on se satisfait du fait que des grands pays qui sont des régimes autoritaires et qui violent manifestement les droits de l'homme accueillent ces jeux. Et s'il y a une évolution, on peut le dire, ce n'est pas une évolution tant de la part des gouvernements que des sociétés civiles et de l'opinion publique au sens large, qui désormais fait beaucoup plus pression qu'il y a quelques années sur les gouvernements. Et ça a été notamment le cas avec l'affaire Peng Shuai, cette joueuse de tennis chinoise, puisque c'est avant tout les sociétés civiles dans le monde qui se sont mobilisées bien avant les chancelleries des diplomaties. Et ça, c'est
absolument fascinant à observer parce que, effectivement, vous parlez de société civile, d'opinion publique de plus en plus peut-être conscientisée, en fait, et critique face à ces grands événements mondiaux, entre autres, notamment à cause des enjeux environnementaux. Est-ce que vous pensez que ça va même... on va même questionner éventuellement la tenue, on en a parlé déjà souvent, mais encore plus dans le contexte actuel, la tenue, la façon de faire ces grands événements internationaux? Je pense que c'est clair aujourd'hui. Les questions environnementales, de lutte et d'atténuation du changement climatique aujourd'hui sont une des priorités des sociétés civiles dans les grands pays développés, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. On voit que les questions des droits de l'homme au sens plus large reviennent aussi sur le devant de la scène, avec les mobilisations considérables depuis 2020 sur la question donc des Ouïghours. Et il est fort à parier que les différents gouvernements, que ce soit au Canada, au sein des États membres de l'Union européenne, aux États-Unis, soient obligés désormais de mieux prendre en compte ces facteurs lorsqu'ils acceptent l'organisation de grands événements internationaux et notamment les questions sportives, puisque le risque, en réalité, c'est que le monde du sport se désolidarise dans le cadre de certains événements de ces organisations. C'est notamment ce qui a été fait avec l'association de tennis féminin qui désormais refuse d'organiser des tournois de tennis féminin en Chine. Voilà, et ça, on le verra peut-être de plus en plus. On regardera aussi de ce qui va se passer du côté du foot. On trouve que parfois, les organisations sont lentes à réagir. On entendait chez nous un athlète un peu plus tôt, M. Brassard, un skieur, nous dire les athlètes aussi doivent faire un bout de chemin, se questionner. Bon, c'est beaucoup leur imputer que leur demander d'appliquer eux-mêmes des boycotts. Ce sera d'ailleurs une inquiétude de la part de la Chine, puisqu'au-delà du boycott diplomatique, qui est entre guillemets assez facile à gérer en termes de communication, il sera beaucoup plus difficile pour la Chine de gérer si des athlètes en dehors des épreuves sportives font passer des messages, de fait manifestent une opinion qui irait à l'encontre des intérêts du gouvernement chinois. Oui, et ça, on l'avait vu d'ailleurs, mais sur la scène, par exemple, intérieure aux États-Unis, on a vu des athlètes faire des gestes politiques qui ont eu énormément de répercussions, donc on va suivre ça. Antoine Bondaz, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et enseignant, dis-je, à Sciences Po. Merci à vous, excellente journée. Au revoir. Merci, vous aussi. Música escondida en la naturaleza, music hidden in nature. En français, musique cachée dans la nature. La musique cachée dans la nature. Bon, je pense qu'on en a tous besoin. On va prendre une petite respiration, puis je pense qu'on va même s'en aller en forêt. Que demander de mieux? Écouter de la musique. Et ça, on le fait avec Chloé Sonderborst. Bonjour, Chloé. Bonjour, Isabelle. Alors donc, à chaque semaine, pendant ces 3 semaines de la période des fêtes, vous venez nous voir pour nous faire part de certaines découvertes et puis certaines, des nouveaux projets qui nous amènent ailleurs. Et là, donc, portrait de cette personne qui se consacre à la musique, mais aussi
du lien entre la musique et l'écologie. Exactement, parce que la musique peut faire pousser les arbres. C'est ce qu'on va découvrir ce matin. Effectivement, je vous emmène en forêt, écouter ces concerts dans la nature pour une série web qui répare les forêts détruites. Ce projet, il s'appelle Hinterlive, et pour vous raconter cette histoire, on va commencer par celle de Steven Dagenet, son fondateur, qu'on entendait donc à l'instant. Il est producteur musical, très impliqué dans le réseau de la musique latino. Moi, je l'ai rencontré à Montréal, au Parc La Fontaine, en fait, sous le regard bienveillant de la statue de Félix Leclerc, pour celle qui la situe. Il est né, il a grandi en Équateur, mais il ressentait l'appel du Canada, parce qu'une partie de sa famille vient d'ici, mais qu'il ne l'avait jamais rencontré. Et il y a 3 ans, il a été invité à travailler à Toronto pour la semaine de la musique canadienne. Ça a été le début de sa rencontre avec le pays. La première chose que mon grand-mère me dit, c'est « Oh, Steven, tu parles français ?» Et je dis « Non, il n'est pas espagnol. » Mais pour moi, comme tu dis, « I always dream of being here. » J'ai toujours rêvé d'être ici. J'ai toujours rêvé d'habiter à Montréal, spécialement. C'est toujours un rêve pour moi. Moi, Isabelle, j'ai cru voir un sourire se dessiner sur le visage de la statue de Félix Leclerc. Donc, en entendant Steven nous parler de son rêve de vivre ici dans la langue de Michel Tremblay, ça fait 1 an seulement qu'il la parle, mais il m'a expliqué qu'en arrivant ici, il a été soufflé par la beauté des grands espaces. En tant qu'artiste, il cherchait une manière de s'engager pour l'environnement, et la pandémie a aussi été un catalyseur. Et on le sait, Chloé, évidemment, fermeture de salles de spectacle, tout le monde a dû essayer de revoir les façons de faire. Et là, j'essaie de ne pas utiliser les mots qui ont été trop utilisés. Il m'est arrivé, moi, d'aller voir un spectacle de Patrick Watson dans la forêt, dans les cantons de l'Est. C'était l'un des plus beaux moments de ma pandémie. Donc, musique et forêt, ça fonctionne. Exactement. Puis vous vous souvenez peut-être aussi de ces images saisissantes d'un quatuor à cordes à Barcelone au printemps 2020 qui avait présenté un concert spécial devant une salle qui était remplie de plus de 2000 plantes. Visuellement, c'était très parlant. C'était une invitation aussi à nous faire réfléchir à notre relation avec la nature. Vous le disiez, on y pense beaucoup ces derniers temps. Et ça a fait partie des inspirations de Steven, qui a donc décidé de filmer des performances musicales dans des parcs du Canada, puis de les diffusé sur le web. Et sur place, donc, il n'y a pas de public. Les artistes sont seulement entourés d'arbres. Oui, c'est super tranquille et puis ça ne fait pas de bruit, c'est un public d'arbres. C'est parfait. On peut dire ça. Ouais. Donc, c'est difficile de savoir si les végétaux sont sensibles à la musique. Mais ce qui est sûr, c'est que ces concerts, ils ont un impact positif sur les forêts parce que Steven, il fait appel à l'organisme One Tree Planted. Sa mission, c'est la reforestation. Pour chaque dollar reçu, un arbre est planté. Et dans le cas de Hinterlife, pour chaque concert, chaque vidéo, 500 arbres sont plantés. Alors donc, on amène les artistes, expliquez-nous, en forêt. On fait des captations. Est-ce que ce sont des artistes d'envergure? Qui sont ces artistes? À quoi ressemblent ces performances musicales? Le mot-clé, c'est vraiment la simplicité. Les artistes, on les voit seuls avec leurs instruments au milieu des arbres. On voit des plans aériens sur l'immensité verte. Pas d'artifice, pas d'éclairage artificiel. On revient vraiment à l'essentiel. Et c'est magnifique. Il y a une simplicité esthétique, mais on pourrait dire éthique aussi pour minimiser l'impact, ne pas déranger la forêt. Donc, on réduit le niveau des performances et ça fait qu'on entend davantage les sons de la nature qui se mêlent à ceux des artistes. Donc, pour vous donner une idée de cette ambiance, je vous propose d'écouter Steven Dagenet expliquer sa démarche avec des extraits musicaux des 3 premiers artistes, justement, qui ont participé au projet. Donc, on a Pierre Quenders, qu'on connaît bien sur la scène de la musique du monde, Joya, une artiste R&B de Toronto, et El Extravagante, un pionnier de la musique folklorique latino. Ils ont été enregistrés dans un parc de la région de Mont-Tremblant, dans les Laurentides. Dis-moi que tu m'aimes, prends-moi dans tes bras, vas-y, enlace-moi, vas-y, t'arrête pas. Je pense que notre spectacle, c'est un acte politique parce que c'est très important l'espace naturel pour nous. Nous commençons à produire un projet dans différentes villes dans l'Équateur. Et après, quand je arrivé à Canada, spécialement à Montréal et la région de Québec, c'est tellement beau et je pense que c'est une grande opportunité pour l'idée d'un programme de l'artiste dans la nature qui, à la même temps, fait une action concrète
une reforestation avec une organisation de l'écologie. My name is Joya, and we are here on top of beautiful Mount Onontio today. It's a beautiful sunrise. Une session de Hinterland commence very early parce que la lumière que nous utilisons, c'est la lumière naturelle de le réveil du soleil et le coucher aussi. C'est très belle pour la photographie, la lumière et aussi le set. Coast away, running down my fingers. C'est très important que l'ambiance est une ambiance naturelle avec les arbres et le son. Comme maintenant, tu peux écouter la machine et la vie de la ville, oui, la voiture. Mais dans la nature, c'est comme une autre ambiance que c'est tellement particulier pour le projet parce qu'on embrasse toute l'idée du projet avec les arbres. Chloé Sandervorst, ça donne envie d'y être. Mais là, on parle de captation, non pas comme justement le spectacle dont je vous parlais, auquel j'ai assisté, là, Patrick Watson. On était une centaine en forêt, assis sur des balles de foin. On a vécu un moment mystique. Mais dans ce cas-ci, c'est qu'on nous présente les vidéos des captations, c'est ça? Exactement. Et par les temps qui courent, c'est peut-être un avantage. Vous pouvez regarder ça dans le confort de votre foyer. Les vidéos sont accessibles sur YouTube. Il y a des extraits sur Instagram. Tout se retrouve sur le site du projet hinter.live. C'est beau, c'est apaisant. Et c'est gratuit. C'est vraiment le modèle qu'ils ont inventé, aller chercher quelques subventions pour rémunérer les artistes et développer une initiative philanthropique pour financer donc ce reboisement des forêts. Voilà, c'est ça. C'est justement interrelié. C'est-à-dire, il y a le projet artistique puis il y a l'aspect environnemental où on fait du reboisement. On pousse plus loin un peu cette idée-là. Exactement. On veut que ça serve concrètement. Donc, les vidéos des 3 premiers concerts jusqu'ici ont contribué au reboisement des forêts détruites par les incendies en Colombie-Britannique en 2017. Et le projet ne s'arrêterait pas là. Steven, il veut nous emmener plus loin. Il va nous faire visiter l'Ontario quand les déplacements seront plus simples. Il veut nous emmener au Nouveau-Brunswick, en Alberta, en Colombie-Britannique. Et à court terme, la prochaine session en janvier, ce sera avec les autrices, compositrices, interprètes Safia Nolin et Pomme. On a d'ailleurs un petit cadeau pour vous ce matin. Un extrait de ce spectacle qui a été enregistré en pleine nature avec une approche intimiste, détendue. Je vous laisse donc imaginer ces 2 artistes assises côte à côte avec leur guitare sur un rocher. Ça me pique dans le dos. Sérieux? Les moustiques sont fous. Non. T'y vois pas passer, genre? Non, moi j'en vois pas. Moi, ça m'impressionne. Peut-être ton crâne nouvellement rasé. Je vais juste prendre une petite seconde pour profiter de la vue. Ben oui. C'est tellement beau. OK, je suis prête. Si je souffle assez fort sur les braises de nos corps, verras-tu la flamme? Ah, mais c'est magnifique, Chloé. On en aurait pris, puis on veut voir ça. Donc, il faut rappeler sur quelle plateforme on peut les voir aussi, qui on peut voir également. Oui, alors allez sur le site hinter.live. Vous pourrez retrouver bientôt cette performance donc, de Safia Nolin-Pomme. D'autres performances à venir, c'est vraiment l'occasion de découvrir les artistes ou les redécouvrir sous un nouveau jour, en immersion dans la nature. Pour Steven aussi, c'est l'occasion de se connecter avec ses racines au Canada, son histoire personnelle. Et tout comme vivre à Montréal après avoir quitté l'Équateur, c'était un rêve pour lui. Interlife, c'est aussi un rêve qui fait pousser les arbres, un concert à la fois. Alors, et c'est vraiment une tendance. On a vu aussi ces spectacles-là à la bougie. Il y a une sorte de quête, probablement, de zénitude là-dedans, puis de reconnexion avec la nature. Alors, on est prêt à en prendre encore comme ça des propositions. Merci beaucoup, Chloé. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Chers auditeurs, ça file. Ben oui, comme d'habitude, toujours Isabelle Craig avec vous, toujours à cette émission Pénélope. Et on est de retour après les infos pour notre trio santé. À tout de suite.
Rebonjour à tous et à toutes. Alors, c'est le trio santé. Ils sont là, fidèles au poste. Denis Fortier, physiothérapeute. Bonjour, Denis. Bonjour, Isabelle. Marie-Ève Coton, médecin psychiatre, bien sûr. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour, Isabelle. Et, comment va votre chien, Marie-Ève, ce matin? Elle va très bien. Et moi, j'ai vérifié Frida? 30 fois qu'il n'y a pas de jouet qui couine nulle part dans la maison sous un meuble. Alors, on devrait... Oui, parce que la semaine dernière, il faut dire aux auditeurs, on a eu le privilège de rencontrer Frida, qui, justement, est le coqueur de Marie-Ève Coton, donc un petit moment de radio-pandémie. Et puis, il y a Daniel Perrault qui est avec nous, médecin de famille. Bonjour, Daniel. Bonjour, bonne année. Ben oui, c'est vrai, bonne année à vous trois. Puis d'ailleurs, un petit tour de table avant de se lancer dans vos brèves et vos sujets principaux. Le moral des troupes un peu. Puis Daniel, je commence avec vous. Bon, vous êtes en GMF, vous êtes médecin superviseur, entre autres choses. Et comment ça va dans le monde de la santé? Les nouvelles qu'on avait ce matin n'étaient pas très bonnes. On continue à sentir la pression sur le système. Comment ça va autour de vous? Bien, de retourner à la protection individuelle pour voir tous les patients est très lourd. Puis, dans un contexte de GMF, on a des résidents de médecine de famille qui sont en temps d'apprentissage. Et donc, ça ralentit les examens physiques. On essaie d'évaluer par téléphone. Alors, ça a un impact sur, si on veut, sur la possibilité de se retrouver dans différentes situations cliniques et d'apprendre. Mais je pense qu'on a tous espoir là, qu'on s'en va vers la lumière. Là. On s'en va vers quelque chose de nouveau. Là. Apprendre à vivre avec, en fait. Apprendre à vivre avec et passer le pic, parce que là, les inquiétudes sont de ce côté-là. Marie-Ève, les sons de cloche autour de vous, qu'est-ce que ça dit? Il y a un petit peu d'espoir actuellement qui est mis sur la courte durée de la vague Omicron, c'est-à-dire qu'on s'attend à une vague fulgurante, mais peut-être plus courte en durée. Ceci dit, je trouve qu'au niveau de la santé mentale, du moral de mes collègues en médecine physique qui sont au point le plus bas depuis le début de la pandémie, je pense que c'est l'effet de la fatigue, en fait, accumulée. Donc, on est quand même dans un moment de fragilité. Ouais. En fait, on est fatigué pour eux. C'est pas compliqué. Oui. Là, si on pouvait aller les remplacer, je pense qu'on irait. Denis, autour de vous, qu'est-ce que ça dit? J'abonde avec vous, Daniel et Marie-Ève. Et il ne faut pas oublier non plus l'importance de la vaccination. Et tous les professionnels de la santé, si je ne me trompe pas, peuvent participer aussi à la vaccination pour aller donner un coup de main. Donc, en physiothérapie, on essaie de participer aussi comme on le peut. Mais je pense qu'il faut se serrer les coudes, comme vous disiez, Daniel, en espérant que ce soit de courte durée. Mais il y a des tensions énormes sur le réseau de la santé. Et je pense qu'on peut tous, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, on peut tous y contribuer en sa façon, notamment en diminuant le nombre de contacts qu'on a autour de nous. Oui, et en allant se faire vacciner, faut-il le rappeler? Il semblerait que oui. On ne se lancera pas là-dedans. Denis Fortier, on va y aller avec votre brève. Vous nous dites que les réseaux sociaux, il n'y a pas que du négatif et puis c'est pas que mauvais. Oui, je pense que c'est intéressant de commencer l'année 2022 en encensant un peu les réseaux sociaux. On sait qu'à certains égards, il y a des aspects négatifs. On en a beaucoup parlé en 2021. Il y a eu des lanceurs d'alerte qui nous ont aussi prévenus de choses assez troublantes, en fait. Et il y a des chercheurs de l'Université de Vienne, en Autriche, qui ont fait une étude auprès de 900 personnes qui démontre que d'avoir un bon réseau social permet, on s'en doute, là, de combattre le sentiment de solitude. Ça, c'est une évidence. Mais je fais écho à ma chronique de la semaine passée, nous permet aussi de combattre le sentiment de fatigue physique aussi également. Et les termes qu'on utilise maintenant quand on dit réseau social, on pense à Facebook, Instagram, Snapchat. Mais oui, le téléphone existe encore, le courrier existe, le courriel existe. Et ce qu'ils ont démontré, c'est que ces liens sociaux, mais dans le sens très large, j'allais dire dans le sens noble du terme, sont importants même pour des mots physiques. La santé physique est étroitement liée au fait de ne pas se sentir seul. Alors, je voulais souligner ce côté positif des réseaux sociaux. Oui, Facebook, comme je le disais, Instagram et compagnie, mais aussi les personnes qu'on a autour de nous et de préserver ces contacts peut vraiment nous aider à notamment se sentir moins fatigués. Oui, alors ça, c'est une bonne affaire. Rappeler à nos jeunes qui ont en bas de moins de 18 ans que le téléphone, ça existe et qu'on peut parler avec ses parents par téléphone et pas juste par texto. Je ne sais pas si le message est passé ce matin, mais c'est fou, hein? Ils ont perdu complètement le réflexe de nous parler au téléphone. C'est vraiment un peu désarçonnant. Daniel, de votre côté, oui, le tabagisme, c'est vrai qu'on n'en parle
presque plus. Il y a encore pas mal de monde qui fume? Mais oui, alors moi, comme j'ai une longue carrière médicale, j'ai connu du 27 de Québécois qui fumaient. Là, on est rendu à 12 ce qui est formidable, mais 12 d'une population de 8,4 millions, c'est quand même près du million. Et ce qui est une bonne nouvelle, c'est que la majorité aimerait arrêter de fumer dans les prochains 6 mois. Alors, je vous parle aujourd'hui d'un nouveau produit d'aide à l'arrêt tabagiste qui s'appelle la Nicorette de Vapo Éclair Smart Track. C'est la toute première thérapie de remplacement de nicotine qui est connectée à une application sur votre téléphone. Et la publicité dit que ça vous permet de faire le suivi dans votre consommation de cigarettes, d'établir des objectifs, de structurer un plan d'abandon, de faire le suivi sur votre progrès et d'obtenir des conseils, ce qui est quand même pas banal. Alors, l'utilisation de thérapie de remplacement existe depuis plusieurs années, a quand même montré un bienfait, un aide pour les fumeurs, surtout quand ils sont dépendants de la nicotine. Alors, vous avez le timbre qu'on connaît bien, qu'on met sur la peau, puis qui vous permet d'avoir un certain niveau de nicotine, vous permettant de vivre tous les jours dans vos activités journalières sans aller chercher la cigarette que vous vous mettez au bec. Et puis, vous avez aussi sous la forme de gomme qui n'a pas eu un grand succès au Québec parce qu'on n'a pas donné tout de suite le mode d'emploi. C'est pas comme une gomme ballon, là. Il fallait prendre une giclée, attendre un petit peu, puis il faut la traîner pendant 1 heure pour avoir la nicotine. Ah oui. Vous en avez besoin. Les inhalateurs et les pastilles ont avantage aidé à ceux qui avaient vraiment cette intense envie de fumer, l'espèce de craving, là, pour pouvoir soulager, parce que cet appel-là dure à peu près 3 minutes, et c'est souvent dans ces 3 minutes-là qu'on va aller chercher la cigarette parce que l'appel est trop grand. L'avantage de ce nouveau dispositif, ce serait qu'il agit en 60 secondes. Donc, il se prendrait avec les timbres donnant un certain niveau de nicotine régulier, mais qui n'annule pas tous ces petits appels à la cigarette qui peut être soulagé en donnant votre petite dose de nicotine grâce à ce dispositif-là. Alors, comment ça s'appelle? On rappelle, Daniel? Alors, ça s'appelle Vapo Éclair Smart Track. Et puis, à savoir quand même qu'on a un remboursement dans plusieurs provinces du Canada, là, sous prescription médicale ou non, selon les provinces. Oui, bien alors, si les gens veulent se lancer, puis il faut dire aussi, c'est relié au téléphone. Donc, peut-être que ce que ça fait, c'est que quand tu t'allumes une cigarette, ça coupe ton contact avec ton compte Facebook puis Twitter, puis tu peux pas y aller. Puis donc, tu veux y aller, fait que tu fumes plus. Tu sais, ça serait peut-être une option. ça va jusque-là. Mais c'est quand même... je pense qu'on verra avec le temps si ça aide, parce que cet accompagnant... on peut penser qu'un accompagnement semblable pourrait donner un autre coup de main. Marie-Ève, l'ultra-crépidarianisme. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez imposé tout un défi de prononciation ce matin. En fait, c'est le fait de donner son avis sur des sujets pour lesquels on n'a pas de compétences. C'est un réflexe humain, une tendance qui est bien connue, mais qui est bien sûr exacerbée dans le contexte de la pandémie. Et on parle ça réfère à plein de choses, les personnes qui donnent leur avis sur les réseaux sociaux, mais aussi les célébrités qui donnent leur avis sur des sujets qu'ils ne connaissent pas du tout, ou même des experts qui donnent publiquement leur opinion, mais sur un domaine qui n'est pas de leur expertise à eux. Et c'est apparenté à ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger ou le biais de surconfiance, qui est un biais cognitif selon lequel les moins formés et les moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences par un phénomène de métacognition, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas assez l'ensemble des connaissances pour avoir une idée de la complexité de tout le sujet. Et donc, ils sont en position de sous-estimer. Oui, mais c'est aux innocents le bonheur, finalement. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. C'est pas de leur faute. C'est un peu ça, Marie-Ève? En fait, il ne faut pas le confondre avec un problème d'intelligence, parce que c'est vraiment un problème de connaissance, dans le sens où c'est ça que Dunning et Kruger ont voulu démontrer. Mais c'est le même point de vue, c'est-à-dire... les interprétations de ça sont encore débattues sur le plan scientifique, mais c'est une observation qui a été répliquée par contre. Et donc, ce qu'on remarque, et c'est aussi exacerbé dans le temps de la pandémie parce qu'on est en période d'incertitude, et en période d'incertitude, on aime que les gens s'expriment avec confiance, avec peu de doute, parce qu'on recherche la réassurance. Donc, les gens qui respectent parfaitement les limites de leurs compétences vont avoir plus de doutes et plus de nuances, je dirais, actuellement. Et les gens qui sont vraiment convaincus, avec hors de tout doute, parfois,
il y a une des composantes de ça. Il y a bien sûr plusieurs déterminants, mais ça peut être ce biais de Dunning-Kruger. Alors, le biais Dunning-Kruger, l'ultra-crépidarianisme, et ça, on connaissait le principe de Peter, mais celui-là, on ne le connaissait pas. Donc, on peut faire un peu de recherche sur ça, et en ces temps, effectivement, et certains, où beaucoup deviennent scientifiques, ça peut être bon de s'informer à ce sujet-là, et très, très bon. Merci, Marie-Ève, merci. Écrivez-nous, pénélope@radio-canada.ca. Denis, on parlait de résolution tout à l'heure. J'ai parlé de yoga. Il y a peut-être des gens qui vont s'y mettre à la pratique de yoga. On parle de tabagisme. Vous y allez, vous, de vos meilleures résolutions, Denis? Oui, mes meilleures résolutions, et je me dis toujours, pourquoi se forcer à tenir des résolutions du Nouvel An lorsqu'on peut en tenir sans se forcer? Alors, c'est un peu le principe de ma chronique. Ça va se faire facilement, vous allez voir. Alors, première résolution que je vous propose, c'est compter vos pas, mais surtout ne pas le faire vous-même. Alors ça, c'est encore moins forçant. On connaît tous son poids corporel. C'est un chiffre qu'on connaît. Alors, en conférence, souvent, Isabelle, je m'amuse à faire un tour de salle et que je demande aux gens de me dire leur poids. Évidemment, je ne le fais pas, mais le simple fait de le dire, ça stresse tout le monde. Alors, c'est un poids qui est très chargé de sens. Et Marie-Ève, vous pourriez nous faire sûrement une chronique sur ça, le sens qu'on donne à notre poids corporel. Quel est le sens qu'on donne au nombre de pas qu'on fait par jour? Le connaît-on? Probablement très peu ou peut-être pas du tout. Pourtant, on sait que le nombre de pas qu'on fait chaque jour est un indicateur de santé. Ça a été bien démontré. Il n'y a plus personne qui obstine ça. Et on connaît peu ce chiffre-là, ou on ne le connaît pas du tout. Donc, de se munir d'un podomètre, ça peut être un petit bidule, là, Isabelle, à 20 $ qu'on peut se procurer facilement. Ça peut être votre téléphone intelligent. C'est vraiment, on dirait la journée du téléphone aujourd'hui dans nos sujets de chronique. Et vous pouvez, il y a plein de façons de compter ses pas avec ces appareils. Et ça a été bien démontré, et c'est ça qui est intéressant, que le simple fait de compter vos pas fait en sorte que vous allez marcher un peu plus. Et là, pour moi, je suis parfois de mauvaise foi. Alors, je me dis, oui, mais l'hiver, marcher, c'est compliqué. Alors, je vous ai apporté mes petits trucs à moi. Moi, j'aimais des crampons. Oui, je sais, c'est pas moi qui ai inventé les crampons, mais ça fonctionne. Avant d'en acheter, je me disais, non, c'est juste pour les personnes âgées, les crampons. Non, c'est pour tout le monde. Et un autre de mes trucs, mes chaussures de course que je vous montre les miennes, qui sont munies de crampons en tungstène, qui sont tout petits, des tout petits crampons. C'est une botte, ça fonctionne très bien à -20, c'est chaud. Donc, il y a des façons de marcher, même l'hiver, et de compter ses pas nous permet de marcher plus souvent. Et là, je me permets de vous donner 2 autres trucs. Alors, le premier truc, toujours pour compter vos pas, c'est la technique Marie-Ève Coton versus Frida. Alors, vous empruntez le chien de Marie-Ève Coton ou un autre, peut-être un autre, là. Et on a bien démontré que le fait d'avoir un chien, entre autres, il y a une étude relativement récente, publiée en 2021, qui démontre qu'auprès des personnes âgées de plus de 70 ans, le simple fait d'avoir un chien faisait en sorte que ces personnes marchaient 20 minutes de plus par jour à faible intensité. Ces personnes pratiquaient une activité d'intensité modérée 11 minutes de plus par jour et marchaient en moyenne 2000 pas par jour de plus. Ça, c'est la technique Frida alias Marie-Ève Coton. Il y a aussi une autre technique, parce que notre cher ami Daniel, je sais que vous n'avez pas de chien, mais vous avez des hamsters. Hein? Et moi aussi, j'ai des hamsters, mais dans ma tête. Et je suis toujours en train de m'inquiéter pour quelque chose. Et mes hamsters, vraiment, ça marche beaucoup dans ma tête. Alors moi, je vous conseille, Daniel, d'aller faire marcher vos hamsters à l'extérieur. Non pas les vrais, mais ceux qui génèrent peut-être un peu d'inquiétude, et de combiner les deux. D'aller promener votre chien quand vous avez des inquiétudes, ça va vous faire marcher un petit peu plus. Et le fait d'avoir un podomètre et de compter vos pas ou de faire compter vos pas, ça va vous aider. Alors, c'était ma première résolution. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a peut-être tous quelqu'un dans notre entourage là, qui compte ses pas, puis il nous le dit. Tu sais, généralement, s'arrange pour nous dire aujourd'hui, j'ai marché, c'est quoi? C'est mes 10 000 pas, j'en ai eu plus, j'en ai eu moins, etc. Mais des fois, on le fait pas. Et là, je parle au jeu, parce qu'on a peur d'être déçu. Là, on se dit, mais on fait un travail sédentaire, donc on va être forcément déçu de ce qu'on va trouver comme résultat. Denis? Moi, ce que je vous dirais, c'est sûr que il ne faut pas se mettre de pression, en fait, mais l'avantage de compter ses pas comparativement à prendre son poids, c'est que vous partez déjà gagnante avec 2000 pas, parce qu'on marche toujours un peu, et on recommence chaque jour. Chaque jour est un jour nouveau. C'est vrai. Donc, on reprend. Donc, ça, c'est quand même motivant. Ah oui, c'est vrai. Je vous donne une deuxième résolution. Celle-là serait très brève, en lien avec les douleurs au dos. Distinguer le vrai du faux. Quand on se fait mal au dos, et ça, j'ai souvent entendu ça de la part de mes patients, on se souvient du faux mouvement.
D'ailleurs, c'est quoi un faux mouvement? Ouais. C'est un vrai mouvement? C'est juste des faux mouvements. Soit un faux mouvement, c'est un mouvement qu'on fait trop rapidement ou un mouvement qu'on fait de façon combinée avec un autre mouvement, mais on ne met pas, à mon sens, suffisamment